Ils vous ont caché l'essentiel. Ils vous ont menti sur à peu près tout. Le système diffuse un flot mondial continu d'informations conditionnant les esprits. En fait, le système veut que vous soyez des producteurs-consommateurs sans libre arbitre, vous réduisant ainsi à un chiffre dans un business plan. Ils veulent que vous soyez servis. Lorsque TV Liberté donne la parole et ouvre son large auditoire à des hommes libres qui se lèvent pour faire entendre une autre vision, elle est censurée par YouTube et attaquée financièrement. Leur dessein est clair, ils veulent nous faire taire. On cherche à nous asphyxier financièrement, car nous perturbons leur endoctrinement. En 2020, nos frais de défense ont été multipliés par 4. Au cours de ce premier semestre, l'assurance que nous avions en janvier de finir l'année sans difficulté a été remise en cause par une offensive massive d'avocats au service du système. Alors, il n'appartient qu'à vous d'en décider autrement, en finançant TV Liberté, qui se bat pour votre droit à une information libre et indépendante. Grâce à vos dons, nous libérons les esprits de la propagande mondialiste par une information alternative. Alors, aidez-nous, en avant, à l'attaque! Bienvenue dans ce nouveau Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Rapin. Baptiste Rapin, vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à Metz, vous enseignez en particulier la philosophie du management. Vous avez publié de nombreux ouvrages, ainsi que de nombreux articles également. Pour l'essentiel, les ouvrages ont été publiés aux éditions Ovadia. Et c'est le cas de votre dernier livre, Abécédaire de la déconstruction, que vous trouverez en vente sur le site de la boutique officielle de TV Liberté. Abécédaire de la déconstruction, donc, qui, comme son nom l'indique, présente sur le mode alphabétique, à partir d'un certain nombre d'entrées, qui vont donc de A pour amitié et jusqu'à Z pour zigzag, un certain nombre de thèmes, de points, qui concernent donc ce mouvement de la déconstruction. Alors, pourriez-vous tout d'abord nous dire de quoi il retourne lorsqu'on évoque la déconstruction ? Qu'est-ce que déconstruire et qui déconstruit et que déconstruit-on? Bonjour Rémi Soulier. Alors, qui sont les déconstructeurs? Commençons par les identifier. Il s'agit d'une génération de penseurs français dont les œuvres les œuvres fondatrices principales datent des années 60 et 70 du siècle dernier. Et donc les noms sont les suivants: Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Rancière, Jacques Rancière, Roland Barthes, et aujourd'hui on trouvera par exemple un Giorgio Agamben ou encore une Judith Butler. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de déconstruction? La thèse principale de ces penseurs, c'est que la philosophie, sous sa forme métaphysique héritée des Grecs, est une architecture de la pensée, que cette architecture, qui s'appuie donc sur des fondations pour élaborer un raisonnement, a porté la civilisation européenne depuis plus de 2 millénaires, puisque les catégories de la philosophie ont été reliées par la théologie catholique, et que cette structure de civilisation oppresse un certain nombre de minorités, nous y reviendrons. Il s'agit donc de combattre cette oppression à la racine et de déconstruire ce qui a été construit. Autrement dit... C'est au départ une considération, pourrait-on dire, idéologique ou politique. C'est-à-dire que l'ensemble métaphysique occidental est conçu comme tyrannique. Exactement. Jean-François Mattei, dans L'Homme dévasté, qui est son livre posthume, paru en 2015, parle, pour le qualifier, Gilles Deleuze, mais on pourrait étendre l'expression à tous les déconstructeurs, de désarchitecte du sens. Désarchitecte du sens. Alors, d'où vient cette tyrannie? À juste titre, les déconstructeurs
mettent en évidence, mais à la suite de travaux d'anthropologues et de philosophes, que la métaphysique hérite de dualité ou de polarité de la mythologie. Mais elle l'a reconvertie dans un langage logique. Alors, quelles sont ces dualités? Par exemple, la dualité entre le corps et l'âme, entre la raison et la passion, entre le monde sensible et le monde intelligible. Voir le masculin, le féminin. Voir le masculin, le féminin. Et au sein de cette polarité, il y a dans la tradition métaphysique une hiérarchie qui s'établit. La raison doit dominer les passions. La philosophie, c'est l'effort par le mouvement dialectique pour s'élever du monde sensible vers le monde intelligible. Donc il y a une finalité au-delà du sensible. Et donc, finalement, de la sorte, la métaphysique instaure une succession de tyrannies, pour reprendre votre terme. Et la déconstruction, on pourrait la définir finalement comme une émancipation métaphysique, qui est une émancipation de la métaphysique. Voilà, il s'agit de quitter cet univers-là. Et en même temps, d'ailleurs, quand on quitte cet univers-là, c'est une certaine manière, sans vouloir aller trop vite dans votre raisonnement, mais c'est une manière d'abandonner le sens lui-même, de quitter le sens, de considérer que l'idée même de sens est en soi oppressive et tyrannique. Exactement. Le premier pas de la déconstruction, c'est donc d'inverser les rapports de force au sein des polarités de la métaphysique, nous venons de le dire, et cela va justifier les luttes de toutes les minorités pour s'émanciper de leur tutelle, ce qu'on appelle aujourd'hui, en langage anglo-saxon, la culture woke. Mais s'émanciper d'une tutelle, c'est encore rester prisonnier d'une dualité. C'est encore se mouvoir dans l'espace ouvert par la polarité. Promouvoir le féminin contre le masculin, c'est encore rester prisonnier de la dualité masculin-féminin. Donc la vraie déconstruction arrive dans un deuxième temps, qui est celui du déplacement. On essaye de jouer entre les lignes, de se déplacer sans être attrapé par les raies de la polarité, mais pour ne rien affirmer. Finalement, le programme est entièrement négatif. Il n'est porté que sur un nomadisme éternel, on va y revenir, échappé donc, au ré, à la geôle métaphysique quelque part. Mais il ne faut surtout pas énoncer quelque chose, puisque, comme le dit Aristote, dire quelque chose à propos de quelque chose, c'était la définition du logos d'Aristote, c'est nécessairement assigner une identité à l'objet dont on parle, et donc l'enfermer et le soumettre. Si bien que la catégorie même de sens, à laquelle vous faisiez référence, est hégémonique, et donc il faut la combattre en tant que telle. La finalité, et je conclus là-dessus, de l'écriture pour Derrida ou pour Blanchot, pour Maurice Blanchot, c'est de ne jamais vouloir dire quelque chose. Ne jamais écrire pour ne rien vouloir dire. Oui, puisqu'évidemment, ce serait prendre le risque de déboucher sur cette horreur qui est le sens étant toujours impossible. Vous avez évoqué, Baptiste Rapin, cette question de la positivité et de la négativité, comme Paul, enfin. Mais alors, les déconstructeurs vont encore plus loin que la stricte négativité. Il y a un thème qui court dans votre ouvrage. Vous n'y consacrez pas d'ailleurs une entrée spécifique, mais c'est normal puisqu'il est omniprésent. C'est précisément le terme qui permet de nier la polarité du positif et du négatif lui-même, disons du oui et du non, c'est le thème du neutre. Est-ce que ça vous paraît recevable de dire que le point d'articulation ou de désarticulation de la déconstruction, c'est précisément cette idée de neutralité. Il n'y a que du neutre. On ne peut pas affirmer ni du masculin, ni du féminin, ni du positif, ni du négatif, ni de l'homme, ni de la femme, ni du sensible, ni de l'intelligible, enfin pour reprendre toutes les polarités que vous avez exposées. Et donc il faut à tout prix en rester à cette neutralité. Et si oui, donc quels sont ces modes de fonctionnement quels sont ces promoteurs également, de manière plus spécifique, dans la déconstruction? En quoi ont-ils valorisé le neutre? Alors, vous avez parfaitement insisté sur le rôle du neutre, puisqu'il se trouve à la jonction des deux étapes de la déconstruction que je viens de décrire, l'étape de renversement de la polarité et celle de déplacement. C'est-à-dire que le neutre est ce qui permet de s'affranchir justement des polarités et d'écrire sans ne vouloir rien dire. Neutre, en latin, neuter, nini. Donc c'est une énonciation toujours négative, et force est de constater quand on lit les déconstructeurs dans le texte, notamment Jacques Derrida, mais également Maurice Blanchot, qu'il y a de longs paragraphes consacrés à cette énonciation sous forme négative, et quand on arrive à la fin de ces paragraphes, on est obligé de se dire, finalement, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien affirmé, ils n'ont rien posé, il n'y a pas de thèse défendue. Alors,
Comment s'opère cette déconstruction par le neutre? Eh bien, prenons un exemple précis. Pour sortir de la dualité masculin-féminin, promouvoir le neutre pour les néo-féministes, donc non plus des féministes politiques, mais des féministes métaphysiques ou anti-métaphysiques, cela revient à promouvoir le cyborg. C'est le cas notamment de Donna Haraway, qu'on connaît pour avoir écrit le manifeste du transhumanisme, et qui est une féministe. Alors, quel est le lien? Eh bien, le cyborg est justement la figure asexuée, donc neutre, qui permet d'éviter d'être assigné soit au masculin, soit au féminin. Et l'auteur, donc Donna Haraway, en vient à promouvoir l'assemblage homme-machine, les interfaces homme-machine, la grève de la machine sur l'homme, de façon à ce que l'homme rentre dans une métamorphose perpétuelle par l'apport technologique et échappe ainsi évidemment à la nature sexuée. On comprend tout à fait que le règne de la machine, que vous connaissez bien pour l'avoir étudié de près à travers vos travaux de philosophe du management précisément, donc le règne de cette organisation technique va de pair avec ce mouvement idéologique. Enfin, on a besoin, ce sont deux mouvements qui s'impliquent et qui s'imbriquent l'un l'autre. Alors, vous avez eu tout à fait raison, bien entendu, d'évoquer cette question du transhumanisme, parce que notre propos peut paraître à certains téléspectateurs éventuellement un peu théorique, et il l'est au départ, mais les implications pratiques que vous venez de commencer à souligner sont évidemment considérables, les implications de cette déconstruction. Donc transhumanisme, cancel culture, antispécisme éventuellement. Bien sûr. Donc comment, par quel procédé cette idéologie de la déconstruction, dont on a bien vu comment elle fonctionnait, par quel canal, par quel relais, je ne sais pas, médiatique, universitaire, politique, va-t-elle prendre les rênes du pouvoir technique et du pouvoir du management dans la société devenue mondiale aujourd'hui? Alors, premier élément, les déconstructeurs, ou la déconstruction s'est assez vite institutionnalisée, puisque certains d'entre eux, je pense notamment à Deleuze et à Rancière, furent professeurs au Centre expérimental de Vincennes, créé juste après 1968 et devenu l'Université de Vincennes. Jacques Derrida fut parmi les fondateurs du Collège international de philosophie, etc. De nombreux colloques, de nombreuses revues, de nombreuses thèses y sont consacrées. Néanmoins, on ne peut pas dire que les universitaires postmodernes ou déconstructeurs soient majoritaires. Donc ce qui interroge, c'est finalement qu'on a un petit nombre d'universitaires postmodernes pour un écho médiatique ou médiatico-politique plutôt fort, puisqu'effectivement ce sont les idées de la déconstruction qui aujourd'hui ont le vent en poupe. On ne peut pas dire qu'ils aient le pouvoir à l'université, c'est excessif de le dire. C'est excessif, il y a d'autres courants qui montent en puissance, je pense à la philosophie analytique, alors qui partage avec la déconstruction le même rejet de la métaphysique classique, mais qui prend de plus en plus de place, et ces deux traditions ne s'entendent pas, même pas du tout, puisque d'un côté, la philosophie analytique défend une conception univoque du langage, et qu'un Jacques Derrida va défendre au contraire l'équivocité du langage. Donc ce serait abusif de dire que les déconstructeurs sont omnipotents à l'université. En revanche, il me semble plutôt pertinent de dire que les idées de la déconstruction, elles, d'un point de vue médiatique et politique, ont plutôt le vent en poupe. On peut prendre un exemple, l'abolition dans le livret de famille de la distinction entre le père et la mère, au nom de deux parents, qui reprend exactement les développements sur le neutre que j'ai pu tenir précédemment. Donc on a là un exemple très concret qui a une incidence anthropologique et civilisationnelle incroyable. C'est une révolution. C'est une révolution anthropologique dans la mesure où le droit civil en Occident, depuis les Romains, est garant de la généalogie, et garant donc de la succession des générations. Donc il y a là effectivement un ébranlement anthropologique que l'on doit directement aux idées de la déconstruction. Est-ce que vous soulignez un point, je crois, qui est très important, et qui est présent dans votre livre, bien entendu, c'est que cette question de la généalogie, cette question de la parentalité. Est-ce que ce n'est pas aussi un des axes les plus répulsifs pour les déconstructeurs, cette idée de la filiation ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut... Et donc, disons, la filiation, la généalogie, la stratification, la gradation, enfin, tout ce qui va s'inscrire dans une lignée. Est-ce que ce n'est pas un des points les plus
les plus cruciaux pour les déconstructeurs? Je fais un petit détour en arrière, une petite parenthèse pour mieux répondre à votre question. Les déconstructeurs ont compris que la déconstruction ne pouvait pas procéder par un inventaire. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas prendre chaque système philosophique, celui de Thomas d'Aquin, celui de Leibniz, celui de Descartes, celui de Kant, et les déconstruire. Non, il faut déconstruire leur racine commune, et leur racine commune, c'est Platon. Or, l'une des images fondamentales qu'on trouve chez Platon dans le fameux mythe de la caverne, c'est l'idée que le soleil est le rejeton, je prends l'expression grecque qu'utilise Platon, le rejeton du souverain bien. Donc la filiation, la généalogie, l'archéologie font partie intégrante du programme philosophique. Il s'agit donc, si on veut lutter contre la métaphysique, couper les racines, donc déraciner la pensée philosophique. Et cela se manifeste, par exemple, chez Gilles Deleuze, par la promotion du rhizome. Contre la verticalité de la racine qui s'enfonce dans les profondeurs pour qu'un arbre s'élève dans la hauteur, eh bien, contre cette idée de verticalité, Gilles Deleuze promeut le rhizome comme prolifération horizontale et infinie du réseau, finalement, du réseau. Et on voit bien la substitution de l'analogie du rhizome à celle de l'arbre. Donc ceci est abstrait, mais a des répercussions très parlantes, évidemment. C'est le rejet de la recherche des causes, de la recherche des origines, de la filiation, et donc, d'un point de vue anthropologique, de la paternité. Et c'est également la négation, vous faisiez allusion à l'archéologie, donc l'arché, tout ce qui est commencement et commandement, c'est aussi la négation de toute hiérarchie. Donc on peut dire, me semble-t-il, que ce mouvement-là est aussi un mouvement foncièrement égalisateur. Oui, ou anarchique, si on prend le contraire strict de l'arché. Donc vous avez raison de dire que l'arché est un terme très important en philosophie et en métaphysique qui désigne à la fois le commencement et le commandement, et surtout le lien intime entre les deux, puisque ce qui commande impulse, donc est à l'origine d'eux, c'est un commencement, et le commencement détermine la suite, donc quelque part commande ce qui va advenir. Et ce lien intime entre l'autorité de la source et la source de l'autorité est l'objet de la déconstruction, effectivement, et donc d'une critique anarchique au sens propre du terme et métaphysique du terme, qui aboutit à un égalitarisme, oui, mais un égalitarisme qui n'est pas politique, c'est-à-dire c'est un individualisme exacerbé qui fait de nous en fait des supports traversés par des flux de désir chez c'est les machines désirantes, des flux de langage chez Lacan, etc. Si bien que même la figure de l'individu comme sujet a éclaté parce que pour les déconstructeurs, c'est un relent de la métaphysique et de la théologie. Un autre thème tout aussi important que celui de neutre que nous avons commencé à examiner pour qualifier, pour définir la déconstruction, c'est celui de nomadisme. Vous en avez parlé. Le déconstructeur, c'est quelqu'un qui, vous avez évoqué les rhizomes de Deleuze, donc de cette étendue horizontale, purement horizontale. Le déconstructeur, c'est quelqu'un qui sera opposé à toute pratique et à toute pensée de l'enracinement, vous l'avez dit, et qui se situera du côté de la mobilité permanente, du côté du déplacement, mais d'un déplacement que l'on pourrait dire chaotique. Ce n'est pas un déplacement du type du pèlerin, qui va d'un point à un autre dans une perspective sacrale, mais c'est un déplacement, là encore, de flux, de particules élémentaires. Ce nomadisme qui est aujourd'hui promu par la société de manière générale, comment s'articule-t-il dans la pensée de la déconstruction? En quoi faut-il promouvoir le nomadisme? Alors, c'est assez simple à comprendre. Quel est le modèle de Platon? C'est Ulysse, et le retour d'Ulysse à Ithaque. Donc le retour au sol natal. Pour Platon, la philosophie, c'est le retour de l'âme à sa patrie native, les étoiles. C'est donc le monde intelligible. Pour les déconstructeurs, qui s'attaquent donc aux catégories fondamentales de la philosophie, il s'agit donc d'empêcher que ce retour au sol natal ait lieu. Il est par conséquent logique que Gilles Deleuze s'en prenne à la révolution néolithique, puisque la révolution néolithique signifie justement la sédentarisation progressive des populations, donc on est à peu près
à 9-10 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc l'attachement à la terre, la polarité entre la ville et la campagne, la naissance de l'écriture, de la transmission, de l'initiation, etc. Donc c'est tout cet imaginaire néolithique porté au pinacle par la philosophie et la métaphysique auquel il faut renoncer. Et cela passe par la condamnation du lieu, du séjour, de l'habitation, du topos. Le site. Voilà. Au profit, effectivement, vous avez raison, d'un nomadisme généralisé. Très intéressante est la distinction que Gilles Deleuze propose entre le migrant et le nomade. Puisque le migrant, selon sa définition, correspond à celle que vous donnez du pèlerin. C'est celui qui part d'un point A pour s'acheminer vers un point B. Mais ça, c'est un faux nomadisme pour Gilles Deleuze, parce que le vrai nomade ne s'arrête nulle part, il ne fait que transiter. Oui, avec le transit, on rejoint la question des flux. Des aéroports, du commerce international, etc. Et donc de la marchandise. Est-ce qu'il y a un lien, et si oui, quel est-il, un lien direct entre l'idéologie de la déconstruction et l'idéologie du marché planétaire ? C'est-à-dire de ce nomadisme des flux financiers, de cette liquéfaction de la société dont a parlé Zygmunt Bauman. Le lien est patent, enfin c'est un lien quasiment de cause à effet. Trois niveaux de réponse, si le temps me le permet. Je vous en prie. Premier niveau, il n'y a pas chez les déconstructeurs d'apologie du marché. Et Au contraire, ils se définissent plutôt comme anticapitalistes. Ils sont dans une posture révolutionnaire, pour le coup, au sens politique. Exactement, et pour eux, le capitalisme est une structure d'oppression héritée de la métaphysique. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on peut repérer, et des marxistes intelligents l'ont déjà fait, je pense à Daniel Ben Saïd ou à Michel Kluskar, plus récemment, le philosophe libertaire Renaud Garcia, ont bien montré la connivence idéologique entre la déconstruction et le capitalisme, en particulier en raison de cette question du nomadisme que nous venons d'évoquer. Et je pense qu'on peut aller à un troisième niveau. Oui. Il me semble que la déconstruction est la religion de la société industrielle, dans le sens où la société industrielle constitue une rupture anthropologique majeure qui marque la fin de la période néolithique, substitue la figure du réseau à celle de l'arbre. Par exemple, la figure du réseau est centrale dans l'encyclopédie des Lumières, et on voit bien là le passage entre l'arbre chez Descartes et le réseau dans la philosophie des Lumières, et que finalement toute la théorisation des déconstructeurs légitime ce basculement anthropologique entre la société néolithique et la société industrielle. Oui, tout ceci est très cohérent. Alors j'ai relevé dans votre ouvrage, Baptiste Rapin, votre ouvrage est d'ailleurs très clair, très pédagogique. Vous vous êtes saisi véritablement des textes des constructeurs, hein, vous avez cité leur nom, et vous jugez sur pièce, enfin vous apportez un certain nombre de pièces au dossier que vous mettez en forme pour montrer leur cohérence, et vous vous référez de manière... Enfin, vos citations sont autant de preuves. Et parmi ces citations, il y en a une que je rappellerai de manière très brève, de Derrida. Derrida écrit « La métaphysique, mythologie blanche, qui rassemble et réfléchit la culture de l'Occident. » Deux points. L'homme blanc prend sa propre mythologie, l'indo-européenne, son logos, c'est-à-dire le mythos, le mythe, de son idiome, de sa langue donc, pour la forme universelle de ce qu'il doit encore appeler la raison. Derrida va très très loin, c'est-à-dire que lorsqu'il parle de mythologie blanche, lorsqu'il met en avant cette question de la couleur du logos occidental et de ce qu'il envisage, enfin, de ce qu'il comprend comme son hégémonie ou son impérialisme, est-ce que l'on ne peut pas voir dans ce discours-là, nous avons évoqué le transhumanisme, la cancel culture, tous les discours très contemporains, très politiques autour du racialisme? C'est indéniablement une source. La mythologie blanche, pour être très clair, est celle de l'homme blanc, ce qui justifie le combat des femmes contre l'homme et on va dire les luttes post-coloniales contre l'Occident colonisateur au nom de l'imposition d'une rationalité métaphysique héritée des Grecs. Oui, donc le mouvement dit indigéniste fait partie, comme certaines fractions du mouvement féministe, ou bien comme ces mouvements d'annulation, culture woke, etc., d'un même ensemble. Donc la puissance de feu de la déconstruction dans notre société, ou dans notre dit-société, comme disait Marcel de Corte, est colossale. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, cette disproportion entre un taux d'universitaires relativement bas qui supporte ces thèses, et l'influence médiatique
et politique et effective, anthropologique. On a cité l'exemple il y a une adhésion, au fond. Voilà. Notre monde est déconstruit. Notre monde se déconstruit en permanence. La déconstruction, comme son nom l'indique, est un processus qui ne s'arrête jamais. Et on ne s'étonne pas de voir l'inventivité des déconstructeurs pour déconstruire des choses qui nous semblaient naturelles parce que nous avons hérité d'un lointain passé, et qui le rejettent au nom de la domination qui s'y joue. Alors, Baptiste Rapin, vous avez cité au début de notre entretien qui va se terminer Jean-François Mattei, à qui vous avez consacré d'ailleurs un très très bel essai aux éditions Ovadia également, La rame à l'épaule. Jean-François Mattei est un de vos maîtres, comme Pierre Boutan, enfin comme d'autres. Pensez-vous que la possibilité d'un retour de la métaphysique, ou en tout cas, pour parler de manière plus concrète, la reconstitution d'une société et d'une humanité solide, enracinée dans la terre et regardant vers le ciel, est possible? Est-ce que vous pensez que ce mouvement de la déconstruction aboutira à sa finalité, c'est-à-dire le néant? Ou bien est-ce que vous pensez, et là c'est une question vraiment très très personnelle bien sûr, mais qu'il peut y avoir un sursaut? Question absolument vertigineuse, à laquelle je ne saurais pas répondre de façon univoque. Deux choses me paraissent certaines. Ce processus de déconstruction, qui est à la fois idéologique mais également machinique, comme on a essayé de le rappeler, possède aujourd'hui une puissance incroyable. C'est un rouleau compresseur qui concasse les civilisations, pas que la nôtre d'ailleurs. Mais une autre chose me paraît aussi certaine, c'est que les simulacres, à un moment donné, se heurtent au réel. Et c'est la seule thèse platonicienne, au fond, évidemment. Oui, le réel triomphe toujours. Enfin, voilà, il y a un au-delà duquel on ne peut pas aller. Voilà, exactement. Juste à ce que ce réel soit lui-même le produit d'une intelligence artificielle. Donc je laisse la réponse en suspens, si vous voulez bien. C'est la sagesse même. Merci beaucoup, Merci à vous. Baptiste Rapin, pour cette intervention. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Abécédaire de la déconstruction, aux éditions Ovadia. À très bientôt pour une prochaine émission Zoom sur TV Liberté. Merci de votre attention.